Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. Nous sommes sur la plupart des applications, c'est-à-dire Google Podcast, Spotify, Balado de Apple et également YouTube et sur gillesparent.com. Une petite nouveauté aussi pour les gens qui ont Android et également iOS. Vous êtes capable d'avoir maintenant le site gillesparent.com comme une application, donc c'est très facile. On va vous l'expliquer prochainement. Je ne suis pas le plus grand spécialiste, mais je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on voit 5 à 10 fois la phrase suivante dans notre environnement. Nous embauchons. C'est une situation de crise de l'emploi sans précédent qui secoue le Québec et la majorité des pays occidentaux. On compte présentement plus de 200 000 postes à combler au Québec. Pour y voir plus clair, pour essayer de comprendre et surtout trouver des solutions, je reçois deux spécialistes. Émilie Pelletier est détentrice d'un baccalauréat en communication et d'une maîtrise en marketing. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue. Didier Dubois, lui, est diplômé des HEC Montréal, possède plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, bienvenue. On a du pain sur la planche, beaucoup de choses à discuter. Vous avez fondé HRM Group depuis longtemps quand même. Oui, ça fait depuis 2006, donc on s'intéresse vraiment. Vous aviez vu ça venir, vous autres? Ben oui, on n'a pas été devins, hein. Il fallait juste regarder un peu les courbes démographiques pour voir que, oups, il allait avoir effectivement une crise qui allait frapper éventuellement le Québec. Puis c'est drôle parce que quand on est arrivé au départ, les entreprises, ça faisait pas encore mal. Donc, ils nous croyaient plus ou moins, mais les associations ou, je dirais, les services gouvernementaux, eux disaient, oui, c'est important, il faut commencer à sensibiliser les gens pour qu'ils voient un peu qu'est-ce qui s'en vient. Mais bon an, mal an, on a vu les secteurs financiers qui ont commencé à avoir mal, le secteur de l'ingénierie, et là, par la suite, ça s'est beaucoup accéléré. Neige, hein? Ah oui, ça a été une boule de neige. Là, on a eu effectivement le secteur de la santé et de l'éducation, et aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché, que ce soit le tourisme, que ce soit le secteur du détail, le manufacturier. Resto, on en parle beaucoup. C'est incroyable. Tout le monde est touché par la pénurie de main-d'œuvre. Sujet très large aujourd'hui. Je vous propose de le diviser en quelques grands axes. On va essayer de les regarder ensemble. Un portrait général de la situation de l'emploi. On va commencer comme ça. Les secteurs qui sont les plus touchés. On va essayer de toucher aux principales causes de la crise. Les conséquences. Il y en a beaucoup de conséquences qu'on voit maintenant, mais qu'on va peut-être voir plus tard. Et surtout, les pistes de solutions à la crise. Si on parle du portrait général de la situation de l'emploi, on entend perte de contrat, annulation d'investissement, fermeture forcée, économie ébranlée, employés, employeurs surchargés, les jeunes générations qui n'ont pas la même façon de voir leur travail que les générations précédentes, ça en fait beaucoup. Mais je vais commencer avec vous, Didier, comment on est arrivé là? Alors, si on regarde un petit peu, comme on disait, au niveau des, comme mentionnait Émilie, au niveau de la courbe démographique, c'était prévisible. La seule chose, on voit depuis 1976, il y a vraiment une tendance à la baisse. Et on voit aussi loin que ça? Ah oui, 1976, on voit une courbe qui va jusqu'à aujourd'hui, finalement, avec un taux de chômage record. Donc, là, on est à 5,7, mais on est descendu à 4,5 au mois de février 2019. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regarde à court terme, il y a des soubresauts. On a vu avec la COVID, on a un taux de chômage un peu artificiel qui a explosé. Il y a eu des ralentissements. Mais si on le regarde sur du long terme, c'était prévisible. C'est prévisible parce que l'élément majeur, c'est la démographie. Alors, ce que ça fait, c'est effectivement les entreprises qui se sont bien préparées, aujourd'hui sont outillées pour finalement être mieux positionnées pour attirer des candidats. En fait, ce qu'on dit toujours, c'est que le gâteau, il ne grossit plus. Et là, aujourd'hui, la guerre, c'est vraiment de se partager la plus grosse part. OK. Alors, oui, on en parlera. Il y a la question de l'immigration qui peut aider énormément, etc. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'est vraiment de se dire, il y a un bassin qui ne grossit plus. Comment je fais pour être mieux positionné pour attirer des candidats? Émilie, vous disiez tantôt... on savait qu'il allait avoir une courbe, puis une pyramide des âges qui allait inévitablement... Mais c'est comme si l'être humain n'était pas capable de le figurer tant qu'on n'était pas rendu là. On le sait que si on prend 15 Pepsi par jour, à un moment donné, ça va nous amener des problèmes, mais tant qu'on n'a pas de problème, on dirait que c'est un peu ça. C'est tellement ça. Tant qu'on n'est pas au pied du mur, tant que ça n'a pas fait mal aux organisations, on dirait qu'on n'était pas prêt à changer. En fait, je dirais que les départements RH le voyaient venir, étaient prêts à amener des changements, mais un changement, ça ne s'opère pas seul dans une organisation. Il faut aussi que la haute direction, il faut aussi que nos gestionnaires embarquent avec nous pour être capables aussi de s'ajuster puis de s'assurer finalement qu'on répond aux attentes puis aux besoins. C'est un peu de la prévention, vous vouliez faire
faire d'avance prévoir ce qui va arriver. Puis c'est comme la santé. Hein. Souvent, on dit on aime mieux guérir. Quand on a un problème, on va voir le médecin. Mais si on faisait attention avant, c'est quelque chose de tout à fait psychologique et humain, ce qu'on vit là. Puis c'est drôle parce que quand on a sorti notre premier livre, on l'a écrit avec un professeur universitaire qui s'appelle Denis Morin, qui est à l'UQAM. Ouais. Et Denis nous disait toujours, vous allez voir, on s'en vient dans l'âge d'or des ressources humaines. Puis à chaque fois, on disait, on n'est pas encore rendu, Denis. On s'en vient, mais on n'est pas encore rendu. Aujourd'hui, on a vraiment de l'écoute. Donc, il y a vraiment une belle latitude qui est laissée dans les organisations, justement, pour se dire, OK, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser finalement cette pénurie de main-d'œuvre-là pour repenser nos méthodes de travail puis l'utiliser comme un tremplin justement pour s'améliorer au sein des organisations? Les impacts, Didier, sont très grands. Hein. Présentement, il y a des... Alors, le premier impact, bien entendu, c'est une manque de monde pour faire le travail. Hein. Donc, j'ai des postes qui sont à combler et ça va faire qu'on va faire travailler plus les autres. Donc, dans le réseau de la santé, on appelle ça du TSO, mais en milieu manufacturier, il y en a aussi du temps supplémentaire. Donc, premier impact qui est là. Le deuxième qu'on va voir, c'est des refus de contrats. Donc, de plus en plus d'entreprises qui vivent cette pénurie refusent des contrats, tout simplement, ils ne sont pas capables de livrer la marchandise. OK, pas juste parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils peuvent pas. Non, ils les ont, les contrats, mais ils ne peuvent pas livrer. Dans les autres effets qu'on va voir mais à juste moyen... là-dessus, quand vous dites ça, moi, je vois tout de suite un problème, c'est que les employés qui sont là, à qui on n'est pas capable de mettre des collègues puis des confrères. C'est de la fatigue, c'est de la surfatigue, c'est de l'absentéisme. On parle beaucoup des infirmières, des infirmiers puis du monde de la santé parce qu'ils sont très, très sollicités, mais ça doit être la même chose dans un PME et dans bien d'autres entreprises. Tout à fait. Avec des effets qui vont venir, oui, sur la santé des travailleurs, avec aussi des effets qui sont plus insidieux. Vous l'avez sûrement déjà vécu, aller dans une entreprise de service et faire face à un préposé ou à un employé qui n'a vraiment pas de façon. Mais c'est juste que l'entreprise, c'est la seule personne qui a trouvé à embaucher. Fait que c'était pas le meilleur, c'était le moins près, mais on l'a embauché pareil. Donc, un des autres effets, ça va être sur la qualité. La qualité des services et des produits. Si je manque de monde, puis je suis moins sélectif par rapport aux employés que j'embauche, ben ça va se ressentir quelque part sur la qualité. Et nous, les gens qui nous entendent, le vivent dans des situations qui sont abracadabrantes, dans le sens où ils n'ont jamais vu ça. Exemple, je vous donne un exemple très précis. La fin de semaine dernière, il fait très beau. On a eu un beau mois d'octobre. Et on est en ville pour la fin de semaine de la... Comment on appelle? L'Action de grâce. Bon, c'est ça. Et donc, dimanche, lundi, c'est congé. Moi, je suis à la ville de Québec. Donc, on se promène. Il y a énormément de monde, des citoyens de Québec et des régions qui sont là puis qui sont venus passer un moment. On se rend compte que vers l'heure du midi, 1h, 2h de l'après-midi, 3 restaurants sur 5 sont fermés. Puis là, on parle des grandes chaînes à Québec, les Cochons d'Inde, les gros Archibald, et plusieurs étaient fermés. Et là, on voyait des terrasses qui étaient juste attachées. Les chaises sont attachées avec des chaînes. Les gens s'assoient là avec leur Subway. Puis on trouvait ça hallucinant de voir ça. Et ceux qui étaient ouverts uniquement la terrasse. Pas parce que... Puis à l'intérieur, il y a de la place, mais il n'y a pas de monde. On parle pas d'employés. Fait que là, pour le public qui nous entend, je le dis parce que c'est un exemple frappant. Tu l'as devant toi, tu l'as vécu. Il n'y a pas d'employés. On parle de bris de service dans la santé parce que la santé, c'est très important. Oui, c'est un impact sur nos vies. Mais les bris de service, on les vit déjà quand on achète des produits puis que ça prend 2 à 3 mois de plus à arriver. Parce qu'on ne le voit pas, mais donc vous dites ce qu'il y a en arrière. Exactement. Le transport, ce qui vient de la Chine, qui vient de l'Europe, tout ça, c'est ralenti. Il y a pas la livraison, même en Amérique du Nord, c'est des choses qu'on voit moins. C'est pour ça que je parlais de l'exemple des restaurants en fin de semaine. C'est une chose que les gens ont vue. Mais vous dites ça touche partout. Tous les secteurs. Ça touche partout. Puis il ne faut pas oublier non plus que le fait qu'on manque de personnel ou qu'il y a un plus gros taux de roulement, là, parce qu'effectivement, le monde ne sont pas fous non plus. Ils magasinent leur emploi. On va en reparler. Oui. Mais ils vont magasiner leur emploi. Bien, ça fait en sorte qu'on perd l'expertise. On perd le savoir-faire. Donc, c'est sûr et certain que quand Didier parle de tout ce qui est la qualité des produits et des services, bien, ça aussi, ça vient impacter directement. Puis, il faut trouver comment on est capable, finalement, de freiner cette perte de connaissances-là puis d'expertise-là pour assurer la pérennité de nos organisations. Souvent, on parle des entreprises, souvent, puis on dit, bon, il y a de la technologie, tout ça, c'est vrai. Mais si tu n'as pas le capital humain, ça veut dire qu'il y a même des compagnies qui ont probablement vous devez le vivre avec vos clients puis les gens avec qui vous travaillez, qui ont des opportunités, qui sont obligés de dire non, parce qu'on ne sera jamais capable de le faire. On va manquer de monde, on n'aura pas la qualification pour le faire. La phrase n'est pas de nous, mais on le répète toujours à nos clients, on leur dit, c'est pas les entreprises qui créent de la valeur, c'est les employés.
qui crée de la valeur. Et donc, si j'ai pas d'entreprise, si j'ai pas d'employés, ben, j'ai pas d'innovation, j'ai pas un produit qui va répondre aux standards de qualité. C'est beau d'avoir de la machinerie, mais on n'est pas rendu au point où l'humain a plus sa place, puis on peut s'en passer complètement. Mais au contraire. Un des beaux changements qu'on a vu apparaître, je dirais, là, dans les dernières années, c'est que dans les axes stratégiques des organisations, on ne voyait pas l'emphase sur l'expérience employée ou la mobilisation des employés. C'était rarement un axe stratégique de l'organisation. Or, maintenant, ça fait partie des plans stratégiques pour les prochains 3 à 5 ans. Et ça, c'est une belle évolution. Puis, c'était le temps que ça arrive, là. Entre vous et moi, là, c'est beau de penser aux clients, c'est beau de penser aux investisseurs, mais on n'a pas, comme Didier mentionne, de produits ou de services si on n'a pas d'employés pour les livrer, pour les mettre en place. On a l'impression que tout le monde, je vous pose la question parce qu'elle me vient en tête, on a l'impression que tout le monde est touché à peu près de la même façon dans à peu près tous les domaines. Est-ce que vous connaissez quand même des domaines ou des secteurs ou des entreprises qui avaient pris plus au sérieux les problèmes à venir il y a 10, 15, 20 ans et qui sont un peu moins touchés? Il y a Ça existe-tu des domaines, mettons? Il n'y a pas des secteurs en tant que tels. Il y a des joueurs un peu à part qui, eux, oui, ont pas été devins. Dans leur politique, dans leur façon d'être, dans leur culture, eux étaient un petit peu plus innovants. Ils ont regardé aussi les statistiques qui s'en venaient puis se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont préparé une relève, possiblement? Exactement, ils ont préparé la relève. Ils ont repensé leur méthode de travail, donc en robotisant, en amenant leurs gens dans des formations pour élever leur niveau d'expertise, justement pour... Mise à jour de leurs connaissances. Exactement. Donc, c'est clair, net et précis que ces entreprises-là, aujourd'hui, ils s'en sortent gagnants, mais haut la main. Mais c'est pas la majorité du marché. Non. Et il n'y a pas un secteur en particulier par rapport à un autre, malheureusement. Je dirais qu'il y a peut-être le secteur des technologies qui a été impacté avant. Donc, je me souviens des premiers mandats qu'on avait faits, c'était au niveau pan-canadien pour le secteur des technologies. Puis la question était déjà posée, comment on va faire pour avancer le monde? Et là, je parle de ça, donc il y a plus de 15 ans. Donc, il y a des secteurs qui ont pris un petit peu d'avance, mais comme le mentionne Émilie, c'est plus des entreprises qui ont des bonnes pratiques que des secteurs complets, là. On va parler de notre deuxième grand point, c'est-à-dire on touche un petit peu à tout, de toute évidence. Là. Les secteurs les plus touchés, il y a très peu de secteurs qui ne sont pas touchés, qui sont épargnés. On parle beaucoup de l'hôtellerie, la restauration, le commerce au détail. Il faut ajouter la pandémie là-dedans. Oui. C'est un élément, on le dit circonstanciel, mais on se rend compte que des éléments de la pandémie, autant pour la nature humaine que la façon de vivre, le travail, entre autres, il y a des choses qui vont rester à jamais. Ah, c'est Personne n'avait prévu ça comme ça, mais il va y avoir des... On a vu, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très beau, on a vu des entreprises qui n'auraient jamais osé faire des changements aussi rapides, mais qui ont été forcées de le faire, puis ils se sont dit « Ah, mais coudonc! » Ça marche. C'est fou. Non, mais c'est vrai, c'est un des aspects positifs, peut-être, qu'on pourra parler de la pandémie. Totalement. Ne serait-ce que le télétravail. Il y a combien d'organisations où on parlait de revoir les horaires, de faire du télétravail, puis les gens disaient non. On va se faire voler du temps. On va se faire voler du temps. Je vois pas mes employés travailler, ça marche pas. Ça, on l'entend aussi. Ça, c'est la vieille école, mais on l'a entendu. On l'entend. Puis on l'entend encore. Oui, on l'entend encore. Puis au contraire, beaucoup d'organisations ont fait le constat que, hey, non, ça marche. Les gens sont aussi productifs, puis en plus, on est capable quand même d'avoir une meilleure conciliation travail-vie de famille, une meilleure flexibilité. Et on le voit qu'aujourd'hui, c'est une demande de la part des employés. Ça ne veut pas dire qu'on va être à 100% en télétravail. On veut juste avoir un peu plus de flexibilité, justement pour s'assurer d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais la pandémie a eu cet impact-là de se dire, wow, j'ai un temps d'arrêt, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement et que ça fonctionne aussi? Donc, c'est le côté positif. L'autre phénomène, c'est que pendant de nombreuses années, on a valorisé vraiment les emplois hautement qualifiés. Oui. Puis c'est vrai que si on regarde l'avenir, l'innovation, etc., les conditions de travail, l'ingénierie, la technologie, tout ça, ce qu'on s'est rendu compte avec la pandémie, c'est que tous les emplois de première ligne, les gens qui nous servent à l'épicerie, les gens à la rigueur, les éboueurs, tous ces gens-là... Sont devenus essentiels. Ils sont devenus essentiels parce qu'on en a besoin pour vivre et bien vivre. Et je trouve que ça a valorisé ces métiers-là qui sont souvent... mis un petit peu de côté, en disant c'est des gens qui n'ont peut-être pas fait des grandes études, ou donc ils sont peut-être moins importants, et on s'est rendu compte que c'est des travailleurs qui sont vraiment essentiels. On pense au PAB, on pense aux gens qui font du service à domicile, qui ont joué un rôle très important. Et là, ça remet un petit peu en question, et ça, c'est des emplois qu'on avait boudés. Je regarde dans la construction les métiers, par exemple, les métiers traditionnels, le bricoleur, en tout cas ces métiers-là.
ont été un petit peu boudés parce que dans les écoles, on valorisait des longues études, etc. Aujourd'hui, si tu n'allais pas à l'université, tu n'étais pas quelqu'un. Exactement. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a bien des plombiers et des électriciens qui font 150 000 par année. Là. Oui, ils s'en sortent très bien. En masse. Puis tous ceux qui ont fait des travaux dans la pandémie se sont rendus compte que trouver quelqu'un qui vienne faire son ciment, trouver quelqu'un qui vienne faire sa plomberie, ça a été très difficile. Il faut étirer le crayon un peu plus longtemps. Exactement. Et donc, ça, je trouve que c'est une belle prise de conscience que il y a plein de métiers qu'on ne voyait pas qui sont essentiels. Malheureusement, pour certains, il est un petit peu tard parce qu'effectivement, trouver des soudeurs, les soudeurs, ça fait des années qu'on en a besoin, mais là, c'est pire que pire. Par exemple, trouver des chauffeurs. Des mécaniciens machines fixes. C'est des gens qui sont vraiment essentiels et à quelque part, on n'a pas valorisé ces métiers-là. Quand on connaît nos parents ou nos grands-parents qui, eux autres, avaient le standard d'une vie de travail, volontairement, je le mets grossier, mais on va se comprendre, ils commençaient à travailler à 23 ans, 24 ans. Pendant 30 ans, ils étaient chez Bell Canada. Puis après ça, ils prenaient leur retraite. 3 ans après, ils mouraient. Parce qu'ils mangeaient du beurre, ils ne faisaient pas attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais on voit qu'il y a quand même, chez les jeunes, une différence très grande sur l'importance du travail par rapport à leur vie. Donc, ça me fait penser que le travail doit absolument être plus que du volume, il doit être attractif. Les entreprises doivent faire attention parce que l'avantage, entre guillemets, on dit souvent, entre l'offre et la demande, bien, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, puis les jeunes peuvent choisir. Quand tu demandes à des jeunes de 20-25 ans, on dit, moi, 5-10 jobs dans ma vie, je m'en fous. Là. Ah non, mais il n'y a plus de crainte de perdre parce que c'est autre chose. C'est une tendance qu'on a vue arriver sur le marché avec la génération X. La génération X, là, on se situe dans les années 70 jusqu'à peu près 80, là, okay. grosso modo. Les gens qui ont là. une trentaine d'années aujourd'hui. Non, la génération X, c'est plus la génération de Didier, 40? donc entre 50 et 60, là, à peu près. C'est bien vieux! Oui, c'est ça que j'allais dire, tu dévoiles mon âge, ça marche pas. Okay. Je voulais être fin, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, hein? Et c'est une génération qui l'a eu un petit peu plus difficile parce que les boomers étaient en place. Bien installés. Bien installés. Pour pouvoir croître dans les organisations, bien souvent, il n'y avait pas le choix de changer d'organisation pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir une carrière. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs dans cette génération-là aussi qui ont dû créer leurs propres emplois. Et donc, on a commencé à voir le phénomène de changer d'emploi un peu plus régulièrement avec cette génération-là. Mais même quand on est parti à HRM en 2006, il y avait des recruteurs qui nous disaient « Oh mon Dieu! » Il a changé trop souvent d'emploi, on ne l'embauchera pas, il ne sera pas stable dans mon organisation. On l'a entendu beaucoup. Or, ce qu'on a vu arriver avec la génération Y et la nouvelle génération, c'est que tant et aussi longtemps que je n'ai pas trouvé mon sweet spot, donc l'endroit où je suis bien, mon X, c'est clair que je vais continuer à magasiner, je vais essayer des choses et c'est pas plus mal parce que c'est autant pour la mobilisation de l'employé qui va amener de la performance dans l'organisation aussi, on ne se le cachera pas. Donc, oui, on va se déplacer un peu plus, on va continuer de se développer parce que, les jeunes, après 1 an ou 2, ils ont l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Donc, il faut changer, il faut voir autre chose. Et là où on voit un petit peu plus de stabilité, c'est en fonction de là où ils sont rendus dans leur vie. Oui, okay. Donc, quand on commence à avoir une famille, là, on va chercher un petit peu plus de stabilité. Là, on va chercher de quoi être stable aussi pour l'hypothèque, pour la maison, pour la voiture, etc., etc. Et c'est là où on voit un petit peu plus de stabilité qui s'installe. J'ai vu une étude qui est européenne, donc probablement qu'il y a peut-être des nuances par rapport à ici, mais il y avait, dans cette étude-là, 50% des jeunes disaient « Moi, je suis prêt à gagner moins si mon travail fait plus de sens. » je l'entends. C'est quand même énorme. Et je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai un grand garçon adulte, vu qu'on connaît maintenant mon âge, qui en est à sa première job sérieuse, on va dire. Très bon salaire. Il est bien content de son salaire. Mais la première chose qu'il m'a dit, c'est l'autonomie qu'il a dans son travail. Le fait qu'on lui fasse confiance, et il est super engagé dans sa job, il travaille très fort. Le salaire, c'est une chose, mais il y a tout le reste aussi. Et chez nos jeunes, je pense qu'ils ont une belle maturité par rapport à ça. Alors, c'est vrai que si on leur offre 25$ de l'heure ou 35$, de prime abord, ils vont peut-être aller vers le 35$. Là. Oui. Mais après ça, au quotidien, une fois que la paye, elle est là, puis qu'on a payé nos comptes, là, le quotidien, c'est pas le salaire. Là. Le quotidien, c'est l'équipe. Le quotidien, c'est comment mon patron travaille avec moi, comment il me traite, qu'est-ce qu'on me propose comme défi, qu'est-ce que j'apprends. Tous ces éléments-là, je pense que nos jeunes nous apprennent beaucoup là-dessus. Ils nous disent, wow, le salaire, oui, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Là. Non, et ça, c'est une belle maturité, je pense qu'il faut vraiment considérer. Toutes les technologies aussi qui nous entourent. Pensons au téléphone cellulaire. Là. Ouais. Bon, le téléphone intelligent, s'il rentre
si le travail rentre dans notre vie personnelle, il faut s'attendre que la vie personnelle embarque sur le travail aussi. Il y a eu toute l'avancée des technologies qui a amené aussi un gros changement dans le mode de fonctionnement du travail. Et c'est clair qu'on n'est pas prêt à troquer du temps de qualité avec la famille puis les amis contre du travail. Il faut avoir un juste équilibre. Et comme le marché de l'emploi il est bon présentement, ils ont comme un peu plus de facilité que les autres générations à l'imposer. Il va être, selon vos prévisions à vous et celles que vous regardez, il va être bon pour les jeunes ou ceux qui veulent magasiner encore longtemps le marché? On parle de la pénurie de main-d'œuvre pour au moins jusqu'en 2030. OK. Donc, on a pour un bon 10 ans. On ne peut pas se retourner sur un 30 sous. Là. Il y a du temps à prendre avec ça. Il y a du temps à prendre, il y a une réflexion, il y a des actions à mettre en place et ça vaut la peine parce qu'on sait qu'on en a au moins pour un bon 10 ans. Donc, c'est là où c'est gagnant. Là. On va y arriver, mais je veux garder notre plan parce que je veux pas qu'on oublie rien. Beaucoup de choses qui touchent les gens. Entre autres, là, on arrive aux causes. Les causes, on en a un petit peu évoqué tantôt. Il y a 3 causes que je vois, les conjoncturelles, structurelles et les causes de valeur. On les décortiquera. La première conjoncturelle, évidemment, la PCU, l'aide gouvernementale, très décriée par les gens d'affaires après plusieurs mois parce qu'ils ont dit, on a compris, mais à un moment donné... Puis certains ont dit, si vous aviez eu la même idée, le même argent, puis c'est des milliards que le gouvernement a donné, pourquoi ils ne l'avaient pas donné aux entreprises qui auraient pu le faire directement avec leurs employés, s'assurer d'avoir une pérennité puis de garder les employés? Il y a plusieurs idées qui ont été émises. Mais parlons, votre analyse du plan, de ce plan-là, PCU, l'aide aux entreprises et aux individus. Je suis pas sûr que ça a eu tant d'impact que ça. Alors, il y en a eu un, oui, certain, parce que si je suis dans un contexte où j'offre un salaire qui est très proche de la PCU, bon, je pense que l'être humain étant ce qu'il est, il va peut-être regarder, aller me forcer. Si j'ai pas travaillé, j'ai le même job, oui. C'est ça, je pense qu'on est tous des êtres humains. Ceci dit, je pense que ça serait réducteur de parler de la problématique de pénurie juste sur cet élément-là. Je pense que ça a été... contextuellement, pendant un certain temps, ça n'a pas aidé. Okay. D'accord? On est d'accord là-dessus. Puis surtout sur des emplois qui étaient des emplois faiblement rémunérés, où là, c'est sûr qu'ils souffraient de la comparaison. Mais ça serait injuste de dire que c'est la cause. Non, ça serait vraiment injuste. Et puis, la pénurie était très présente même avant la pandémie. Donc, il faut remettre en contexte, il faut regarder les chiffres. C'était déjà là. Ça a été accentué. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de branle-bas de combat avec l'arrivée de la pandémie. Il y a eu beaucoup de changements, de revirements, des changements de carrière. Je pense entre autres dans le secteur touristique où les gens se sont retrouvés du jour au lendemain sans job. Je dois travailler. Donc, ils se sont repositionnés dans d'autres secteurs d'activité. Plusieurs sont remis aux études. Oui. Cours intensifs, tout ça, ce qui n'est pas mauvais parce que la mise à jour des connaissances pour des gens qui ont, mettons, un métier qui est moins intéressant puis qu'il y en a d'autres à côté pour lesquels ils pourraient avoir de l'intérêt, c'est pas fou. Puis il y en a d'autres aussi qui se sont dit, je vais avoir un horaire aussi qui est plus adapté à ma famille, à une vie normale parce que, bon, c'est des secteurs où c'est un petit peu plus difficile. On travaille les fins de semaine, on travaille les soirs, les jours fériés. Émilie, tu es en train d'expliquer pourquoi certains employeurs sont plus capables de retrouver leurs employés. Tout à fait. Ils sont rendus ailleurs. Ils ont complètement changé de secteur, tout à fait. La pénurie, ça a été un accélérateur de transformation au niveau du monde du travail. On l'a vu, on en parlait avec le télétravail, ça a accéléré. Un catalyseur, vraiment. Mais même pour les gens qui se posaient des questions, puis des secteurs qui ont à repenser peut-être leur façon de faire, là, ça les a mis vraiment au pied du mur et ils n'ont plus le choix parce qu'ils sont plus capables de récupérer leurs employés. Il faut qu'ils repensent les modèles d'affaires, définitivement. L'autre élément qu'il faut mentionner, c'est l'élément structurel. La différence entre ce qui est offert, on parlait de 200 000 jobs, et les compétences requises pour faire ces jobs-là. C'est sûr qu'il y a un gap, là, on va le dire en bon québécois. Là. Il y a un énorme gap qui est présent sur le marché de l'emploi à l'heure actuelle. Et pas plus tard que ce matin, justement, on était avec des clients qui nous disaient, mais on mise d'abord et avant tout sur le savoir-être. Est-ce que l'individu a la personnalité de l'organisation, la culture, les valeurs de l'organisation, puis le savoir-faire, on va le développer. OK, on va l'aider à se développer. On va l'aider à se développer parce que, justement, il y a des particularités de l'organisation, dépendamment des métiers qu'on a, etc. Mais ça, là-dessus, on a toujours un levier. C'est un autre investissement, quand même. C'est du temps, c'est de l'humain, là. Tout à fait. C'est pas juste de l'argent, là. Sauf qu'on se rend compte que quand on investit dans nos gens, il y a un taux de fidélisation ou un engagement qui est beaucoup plus grand. Et ça, c'est important. Et ça, c'est hyper important. Puis même si la personne, parce qu'aujourd'hui, un employé qui reste 4-5 ans dans une entreprise, on est content. Non, mais c'est vrai, on est rendu là. C'est même... Ça fait 5 ans qu'il est là. C'est même long, là, tu sais. Nous, on leur dit même de célébrer les 1 an. Ça fait 1 an qu'il est avec nous, on le célèbre, là. Et
le fait qu'on investisse dans nos gens, ça veut pas dire que quand il va quitter l'organisation, il parlera pas en bien de l'organisation. Et puis c'est ça qu'on veut, parce que si on veut être attrayant, il faut que même les gens qui quittent notre organisation soient positifs. Puis ça veut pas dire que 5 ans après, qu'il a été voir que l'herbe était pas plus verte ailleurs ou qu'il a acquis des nouvelles connaissances, puis que là, il y a un nouveau projet qui l'intéresse dans mon organisation, qu'il n'aura pas le goût de revenir. Donc, on est dans un marché de l'emploi là, en grande mouvance, mais malheureusement, c'est pas toutes les entreprises qui sont rendues là dans les façons de voir les choses. Je reviens un petit peu sur mon échelle du temps. Oui. On a connu plusieurs révolutions. On a la révolution agraire, après ça, la révolution industrielle. Quand on le regarde aujourd'hui, c'est un moment dans l'histoire, c'est une goutte. Pour les gens qui l'ont vécu, ça a été long, puis il y a des générations sacrifiées. Aujourd'hui, on vit la même chose. On est vraiment dans une grande révolution qui est due, bien sûr, à l'informatique, bien sûr à l'Internet, bien sûr à l'intelligence artificielle. Quand les générations futures le regarderont, après coup, ils diront « Ouh, ça a été une belle transformation, puis on est rendu où on est aujourd'hui. » Vous y croyez, ça, qu'effectivement, on va sortir avec du positif de ça? Oui. Oui, mais pour les gens qui le vivent aujourd'hui, c'est plus dur. C'est plus dur. C'est insécurisant, c'est anxiant. Et c'est là-dessus que les entreprises ont un rôle à jouer, de dire, nous, on va accompagner les travailleurs, on va les faire évoluer. Exactement, Émilie a tout à fait raison. De dire que le gouvernement, oui, a un rôle, mais les entreprises aussi, à former les gens, à les aider à se transformer, à les préparer finalement pour la nouvelle économie. Parce que si on ne le fait pas, il va y avoir des perdants, il va y avoir des gens qui vont tomber entre deux chaises, et ça, on n'en veut pas, on a besoin de monde, on veut que tout le monde contribue. Dernier élément de des grandes causes, c'est les valeurs. Et ça, on l'a évoqué un peu tantôt, les jeunes n'acceptent pas n'importe quel job aujourd'hui. Pas juste les jeunes, mais des gens qui sont dans des jeunes. Jusqu'à 30, 40, 50 ans, c'est jeune aujourd'hui quand même. Mais c'est vrai, cet élément-là de valeur, qui est, je ne dis pas que nos grands-parents n'avaient pas, mais il y a plus une habitude, puis une fidélité, pas les yeux fermés, mais pas loin. On est ailleurs, là. On est complètement ailleurs. Les gens, je pense qu'ils ne le regardent pas contre l'organisation, mais le regardent plus en tant que développement personnel. Oui. Et en plus, le marché de l'emploi, il est bon. Donc, il permet ça en plus. Tu as le droit d'être égocentrique un peu parce que tu as des possibilités, là. Puis quand on parle aux jeunes, puis qu'on leur dit « Oui, mais t'es moins fidèle », ils nous disent « Non, je suis pas moins fidèle. Le temps que je suis dans l'organisation, je suis là. Je suis à 100%, je suis fidèle à l'organisation. Mais après ça, quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour du jardin, comme on disait tantôt, j'ai le goût de changer de défi, j'ai le goût d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe pour continuer mon développement. Puis ça aussi, il faut le garder en tête. Et encore une fois, c'est pas tous les entrepreneurs non plus qui l'ont intégré, disons-le comme ça. Le rapport de force a changé sur le marché, hein? Et je vais faire un parallèle intéressant. Il y a quelques mois, quelques années, on allait acheter un véhicule. Il y avait plus de véhicules sur le marché. Donc, le vendeur, il fallait vraiment qu'il fasse un effort pour nous vendre que son véhicule est le meilleur. Là, aujourd'hui, il y a des pénuries de pièces, là, puis on est mal pris et on prend un petit peu celui qui est dans la cour, puis on est moins regardant. C'est l'inverse dans le marché du travail. Marché du travail, pendant longtemps, je regarde en 92, il y avait 12,5% de chômage, 1992. Donc, les entreprises disaient... Voici la job que j'ai à offrir, c'est ça, on va voir ailleurs. Là, ça s'est renversé, mais dans le sens inverse. C'est les candidats qui ont le gros bout du bâton et qui commencent à exiger des choses des employeurs. Et ce qu'on disait avant, ça n'a pas d'allure, il n'est pas question qu'on offre ça. Aujourd'hui, les employeurs doivent se dire, peut-être qu'on pourrait le regarder. Je donne un exemple qui est courant, d'avoir des animaux de compagnie au travail. Si on avait parlé de ça il y a 15 ans, les gens auraient dit, êtes-vous fou? Franchement, amener son chien au travail, ça n'a pas d'allure. Aujourd'hui, surtout, on le voit, surtout dans les entreprises en technologie, les startups, les gens disent, pourquoi pas, si ça peut faire que mon employé est plus heureux puis je vais le garder plus longtemps, avant de dire non, je vais y penser. Didier, venez de toucher aux startups. Je veux savoir si leur façon de faire différente, innovante. Moi, j'ai été allé visiter Amazon, puis les employés, tout est ouvert, la cafétéria, il y avait les jeux, tout ça. Je vous dis pas que tout le monde va faire ça, mais est-ce que cette façon, la coolitude que ces grands-là de l'Ouest américain, ça a eu une certaine influence sur même les plus petites qui veulent s'inspirer sans faire la même chose? Non, mais clairement, parce qu'en plus, avec les nouvelles technologies, le web, tout le monde voit ça, puis se dit, mais pourquoi pas chez nous? Puis gardons en tête, avant la COVID, le nombre de temps qu'on passait... Parce qu'on est plus à la maison. C'est ça, on est plus à la maison, mais nombre de temps qu'on passe au travail. Donc, c'est sûr et certain que si on est dans un environnement avec des paravents, c'est beige, c'est gris, c'est plate, c'est pas très mobilisant puis motivant pour les employés d'être là, ou du moins de vouloir rester. On se le cachera pas, les Google, Amazon de ce monde ont créé des environnements le fun pour donner le goût aux gens de garder leur monde, de socialiser, puis de rester plus longtemps aussi. Il y a un effet pervers un peu à travers ça aussi, là. Puis c'est vraiment... ils n'avaient pas de paradigme coulé dans le béton. Donc, ils étaient en constante évolution. Donc, quelqu'un qui arrivait avec une idée nouvelle, un employé qui dit « Moi, j'aimerais ça faire les choses comme ça », à ce moment-là, l'employeur leur dit « Pourquoi pas? On est en train de bâtissons ensemble. »
Le défi des entreprises sont bien implantés, c'est que quand ils se font demander des choses qui sortent de l'ordinaire, la réponse est non, je ne peux pas te le donner. Si je le donne à toi, il faut que je le donne à l'autre. Fait que la grande force des startups, c'est l'agilité. Et c'est le fun parce qu'on le voit, quand ces startups-là grandissent, ça devient des carcans, des modèles établis. Et ils sont pris un petit peu avec ça. On les voit, les premiers, Facebook, Google. Aujourd'hui, ils vivent les défis. Il y a du maraudage entre les entreprises. Oui, c'est clair. Et ils vivent les défis des entreprises qui ont une structure bien établie. Et je dirais que quelqu'un qui veut ne pas être cool dans ces modèles-là, il se fait juger. Et alors que s'ils retrouvaient leur esprit de start-up, ça serait de dire, on peut faire les choses différemment, etc. Donc, je pense que c'est l'agilité. Et la crise qu'on vient de passer dans la pandémie a fait ressortir des entreprises qui ont été capables d'être agiles, des entreprises qui n'étaient pas du tout des startups, mais qui ont dit, OK, là, c'est une crise, on va être flexible. Et ceux-là s'en sont bien sortis, versus des entreprises qui ont voulu rester dans des carcans où là, ils ont été mal pris par rapport à la situation. Mais juste pour revenir dans l'environnement de travail, je pense que oui, il y a un effort à mettre pour justement le bien-être des employés. Je veux dire, comme je le disais, si tu es dans un environnement de drame, c'est pas motivant, là. Non. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler avec les employés. On a vu des modèles où, effectivement, on est arrivé, on a battu tous les murs, tout était à air ouverte, puis on s'est dit, on va être en mode collaboration. Et plusieurs personnes devaient parler avec des clients, puis là, ça se retrouve au téléphone, puis on empêche de travailler les autres, etc. Donc, il faut penser ces environnements de travail-là aussi avec les employés et en fonction des besoins aussi des employés. Donc, il y a une logique en arrière de ça là, à développer, c'est clair. Puis, ne pas les prendre comme des modèles prêts à utilisation. Je dis toujours à la blague, je connais pas d'employé qui m'ait dit « Je ne quitterai jamais cette entreprise parce qu'il y a une table de poule, ça me fait rester. » C'est pas ça. C'est pas le fait d'avoir une table de poule, c'est le fait de dire « On a le droit au travail d'avoir du plaisir avec ses collègues. » L'idée en arrière, c'est ça. Puis dans certaines entreprises, une table de poule. Dans d'autres, on a vu une entreprise qui a une rampe de skate. Oui. Et donc, il faut comprendre cette dynamique-là, c'est que aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes, on veut que le milieu de travail soit un milieu de vie. Et donc, c'est pas de recopier les modèles des startups ou de la Silicon Valley, c'est de trouver son propre modèle qui traduit cet esprit-là. Oui, on est capable d'avoir du plaisir au travail puis d'avoir du fun avec les collègues. Il faut que ce soit en lien avec l'image puis la culture de l'organisation puis les valeurs de l'organisation. Pour que ça fasse du sens, il faut que ça émane de l'organisation et non pas faire un copier-coller comme tu dis, là. On va parler des conséquences de la pénurie d'emploi. Il y en a beaucoup, mais entre autres, tout ce qu'on dit depuis tantôt, on se dit, les employeurs vont donner un peu plus aux employés, vont être à l'écoute, ils vont travailler avec eux autres. Les employés ont beaucoup de choix, peuvent bouger. Donc, inévitablement, une demande de travail qui augmente plus vite que l'offre, ça peut faire un déséquilibre. Et d'autre part, l'augmentation des prix et des services, c'est presque inévitable parce qu'on le voit dans vous parliez des emplois d'entrée de carrière ou de début de carrière. Les gens qui travaillent dans les épiceries, pour certains, c'est une carrière, mais d'autres vont juste être des aidants, puis avec des salaires de... Au départ, c'était 12, 13, 14. On est rendu à 16 avec des bonnies, des primes. Fait que oui, puis plus. Alors, inévitablement, on le voit, il y a une inflation qui s'installe, qui est assez forte. Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Parce que là, les entreprises n'ont pas le choix. Faut qu'ils gardent leur monde, il faut qu'ils les intéressent, puis ils ont besoin de monde. Alors, ils ne peuvent pas ça va nous coûter cher tantôt. Parce que c'est ça, moi, ça me semble évident. J'entends les gens qui disent, franchement, les restaurateurs devraient payer plus leurs employés. Mais ce qu'il faut que les gens gardent en tête, c'est que si le restaurateur paye plus, leur table, elle va leur coûter plus cher aux consommateurs. Donc, notre repas au restaurant va nous coûter plus cher par la force des choses. C'est déjà commencé, mais ça, à l'épicerie, on l'a vu comment ça coûte plus cher. Exactement. Donc, c'est des changements, encore une fois, de paradigme. Et il faut être prêt à accepter ça, qu'il y aura peut-être moins de services, mais des services auxquels on va avoir accès de plus grande qualité et ça va nous coûter plus cher. C'est sûr que ça coûte plus cher. Et l'autre affaire, juste là-dessus, j'entendais dans une nouvelle, c'est rien de négatif ce que je dis, mais je me dis juste, je disais à ma blonde, vois-tu où on est rendu là? On est dans un moment où les gens disent, ça prend, tu sais, autant préservation de l'environnement, faire attention à notre santé, faire attention à notre travail, on veut des meilleures conditions, tout ça, mais j'ai dit, vois-tu, on avait les gens de service de garde, on gagne 7 piastres de moins que les infirmières, puis là, on se compare à des médecins. Là, à un moment donné, ça, tu sais, la courbe, les strates qu'on avait avant, on dirait qu'on veut les faire tomber et dire, écoutez, on fait un travail important pour les gens, ce qui n'est pas faux. Le service de garde est essentiel. Mais comment on le mesure quand on se compare à des gens qui n'ont pas les mêmes études, qui n'ont pas le même travail? Moi, je pense qu'il va y avoir un clash, là aussi. On en parle moins, là, mais... Il y a une réflexion vraiment à avoir parce que, oui, je pense qu'il y avait un ajustement à faire. Il y a certains secteurs d'activité, là, qu'il y avait vraiment un ajustement à faire, puis il faut qu'on se regarde, qu'on se compare, puis qu'effectivement, on fasse ces ajustements-là. Mais à un moment donné, il va falloir que ça l'arrête. Ça peut pas être de la surenchère. Donc, c'est là où
la culture organisationnelle va devenir hyper importante parce qu'un employé qui est bien chez vous, qui sait qu'est-ce qu'il gagne, qui connaît son équipe, qui connaît l'ambiance, qui connaît les avantages, les gestionnaires, etc., bien, il va peut-être penser 2 fois avant de changer pour une autre job qui va peut-être offrir, oui, quelques dollars de plus, mais il ne connaît pas la gang, il ne connaît pas l'environnement dans lequel il s'en va, il ne connaît pas le produit et service, etc. Donc, il y a vraiment toute cette idée comme une expérience client qu'on va développer pour notre clientèle, de se dire, bien, en tant qu'organisation, qu'est-ce que je veux véhiculer comme expérience employée? Justement pour que les gens soient bien, c'est quoi les jalons, c'est quoi les éléments qu'on met en place, comment on forme nos gestionnaires pour justement amener la fidélisation de nos employés. La rétention, dans le fond, on veut garder notre monde. Bien, en fait, moi, je fais toujours la distinction entre fidélisation puis rétention. Okay. Je mets toujours ça avec une vie de couple. Je dis toujours, est-ce que tu veux fidéliser ou retenir ton conjoint ou ta conjointe? C'est exactement la même chose. Quand on est avec de la rétention, ça dépend du contexte. S'il y a une pension alimentaire trop élevée en bout de ligne, là, tu es en rétention. Mais si effectivement tu veux... Ou en réflexion. Ou en réflexion. Mais si tu veux, au contraire, un projet de vie, une famille, tu veux quelqu'un qui est mobilisé, qui a envie d'embarquer avec toi dans cette aventure-là. Et c'est là où l'expérience employée est intéressante puis qu'il faut la penser. C'est que qu'est-ce qu'on met en place justement pour amener nos équipes à travailler dans le même sens puis leur donner le goût d'être là à tous les jours, là. Donc, mais malheureusement, encore une fois, c'est pas un réflexe. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais c'est là où on va venir distinguer une organisation par rapport à une autre. Ça va pas juste être dans les avantages puis dans le salaire. À partir du moment où on a un bel équilibre, là. On s'entend, là, comme on le mentionnait tantôt. Puis moi, je suis bien content que ces métiers essentiels, comme nos éducatrices en service de garde, nos infirmières, je suis content qu'ils soient augmentés, mais il faut qu'il y ait une réflexion globale, parce qu'en bout de ligne, ça va se payer à quelque part. Je veux dire, là, à l'heure actuelle, on dit au gouvernement, donnez-leur plus de sous. Les parents sont solidaires, et je suis le premier à l'être. Mais ça veut dire qu'un jour, on va payer plus d'impôts aussi à quelque part. Oui. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir. Puis c'est là-dessus que je disais qu'il y a une prise de conscience de ces emplois qui sont essentiels. Est-ce que, juste là-dessus, Didier, c'est parce que tu m'allumes sur quelque chose lié à M. Trudeau. Est-ce qu'il n'y a pas un effet Trudeau là-dedans où on s'est rendu compte à cause de la pandémie, c'est important, fait que tout le monde, on prend soin de notre monde. Là, c'est des milliards. C'est à toi et moi, c'est des milliards et des milliards. On a comme perdu le sens de l'argent. On a de l'argent, en vrai. Fait que je me disais, il n'y a pas un effet pour le public, le grand public. Ils sont capables de payer de façon... C'est comme si, à cause de la pandémie ou grâce à la pandémie, grâce à la pandémie, là, d'un seul coup, il y a de l'argent, puis on règle tous les problèmes qu'on traîne depuis 30 ans ou même plus que ça. Puis je suis content pour ces travailleurs-là parce que je suis le premier à dire, mon Dieu, que c'est des gens qui travaillent fort puis ils méritent amplement de meilleurs salaires. Mais je regarde ça aller, puis je me dis, y a-tu quelqu'un qui compte à quelque part? Puis à un moment donné, il va dire, ça veut dire que il y a peut-être d'autres métiers à qui on va en donner moins. Hein, et puis j'adore mon médecin, puis je veux pas qu'elle me laisse tomber. Mais peut-être qu'il va falloir les plafonner si on veut en donner plus aux autres métiers. Et donc, il va falloir commencer à réfléchir à tout ça. Parce que là, une réflexion globale. La bourse est ouverte, puis ça va loin. Là. Il va falloir... C'est jamais très vendeur. Oui, c'est ça. Il va falloir bloquer à un moment donné. Juste, on parlait des aspects négatifs, des conséquences de la pénurie d'emploi. On a aussi évoqué un peu des aspects positifs. Souvent, en situation de crise, l'être humain est de même, mais les entreprises vont être forcé d'innover, forcé de trouver des nouvelles façons de faire, forcé de faire du ménage, forcé d'élaguer. Fait qu'il y a peut-être cet aspect positif-là. La crise les oblige à faire des réunions qui sont beaucoup plus pratico-pratiques, puis de s'inspirer des autres. Fait qu'il y a probablement un collectif de connaissances qui se fait. Il y a vraiment présentement une prise de conscience forte et tout dépend de comment on est impacté. Encore une fois, je reviens sur cet élément-là parce que là où ça fait plus mal, je dirais que les gens sont prêts à passer à l'action beaucoup plus rapidement, mais il y a toute une réorganisation du travail à penser, surtout si on regarde le marché de l'emploi. Puis comme Didier le disait d'emblée au départ de l'entrevue, le gâteau, il grossira pas demain matin, là. Même avec l'arrivée de l'immigration, il y a plus de monde qui partent à la retraite que de population active au Québec et le nombre d'immigrants qui vont arriver aussi. Donc, il faut juste voir comment on est capable de revoir nos façons de faire. Peut-être que oui, on va avoir de la technologie qui va embarquer, oui, il va y avoir de la mécanisation qui va embarquer à travers tout ça, mais c'est, je pense, gagnant pour l'organisation de se dire, bien, on est rendu là, il faut évoluer, il faut changer nos façons de faire et je pense vraiment qu'on est dans un moment très intéressant de l'histoire du travail. Tu demandais au début, y a-t-il des secteurs des entreprises qui sont mieux positionnés? Bien, oui, effectivement, ceux qui l'ont vu arriver, puis on disait certaines entreprises qui ont vu arriver la pénurie et qui, à tête reposée, ils ont commencé à réfléchir comment innover pour finalement être plus productifs et s'assurer qu'on soit même de passer à travers la pénurie, bien, eux, ils sont bien positionnés.
Le grand problème, c'est que la grande majorité des entreprises ont attendu, et là, ils éteignent des feux. Et ils se jettent à droite, à gauche en disant, bon, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas très porteur, ça. Tu le fais pour... Non, et ce qu'il faut, c'est qu'ils se disent, bon, ben, puis Émilie l'a mentionné, on est comme ça, il va y avoir un pic dans 5 ans où on va être au pire de la situation, et on est comme ça pour 10 ans dans cette problématique. Il faut prendre un temps d'arrêt, reculer, puis se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait là? On va arrêter de tirer dans tous les sens, puis on va vraiment faire une réflexion pour se dire comment on innove. Parce que le danger d'avoir du monde qui roule sans arrêt dans l'entreprise et qui change d'une entreprise à l'autre pour aller chercher un petit peu plus de salaire ou des conditions, ben c'est que le savoir de l'entreprise, il est dispersé. Et donc là, je ne peux plus innover. Donc, très important de s'arrêter, de prendre soin des employés, de se dire, prenons un recul pour bâtir avec nos gens plutôt que d'éteindre des feux au quotidien. On est ouvert sur les pistes de solutions. On est rendu, c'est notre dernier grand point, mais c'est un point important. Et je voulais mentionner une phrase, je ne sais pas l'origine, mais je la trouvais très bonne. L'avenir, c'est pas ce qui va nous arriver, mais ce qu'on va faire. Donc, c'est côté action. Donc, pour les pistes de solutions, je sais que votre entreprise avait fait un genre de top 10 des réflexions sur les pistes de solutions. On peut pas obligé de prendre les 10, mais quels sont les éléments majeurs? Bien, comme Didier le mentionnait tantôt, la première chose, c'est de prendre un pas en arrière. Okay. De vraiment dire, OK, comment on réfléchit finalement au marché de l'emploi et qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous en tant qu'employeurs? Donc, c'est ce qu'on appelle le positionnement employeur. C'est quoi la promesse employeur? Et cette promesse employeur-là va être autant utile dans mon expérience employée, comment je la décline pour la faire vivre au sein de mon organisation, que je vais utiliser pour vendre à l'externe, pour attirer des gens qui vont être bien chez nous. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est pas d'essayer d'avoir tout le monde. Là. Non. C'est vraiment pas... On n'est plus là, on est vraiment dans des approches... Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre ADN? Donc, on s'en va vraiment là, dans des approches très, très, très segmentées, là, où on va apprendre justement à mieux connaître nos candidats, les gens qui sont bien chez nous, de voir c'est quoi l'offre qu'on a à proposer, c'est quoi notre promesse employeur, puis qu'on va faire un peu un match là, à la Tinder là, entre le candidat puis l'organisation. Je ris tout le temps encore aujourd'hui de voir des compagnies qui partent avec des campagnes publicitaires puis qui promettent mer et monde. C'est tellement dangereux présentement dans le marché actuel que justement on attire des gens puis qu'une fois qu'ils sont rendus dans l'organisation, écoute, c'est pas en tout ce qu'ils vivent. Résultat, très souvent, ils retournent sur le marché de l'emploi, puis là, eux autres, dans leur réseau, il y a d'autres mondes qui ont étudié avec eux, qui ont travaillé avec eux. C'est pas des bons porte-parole, là. Et non, puis là, ça fait mal. Puis t'essaies de revenir après ça avec des stratégies d'attraction, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que les bottines suivent les babines, là, tu sais. Ouais. Je pense que c'est la meilleure phrase qui explique la situation à l'heure actuelle. L'autre élément, notre expérience employée. Il faut tellement la penser, là. Je le mentionnais tantôt, c'est effectivement, j'ai un positionnement employeur, mais comment je m'assure d'être cohérent par rapport à ça à l'interne? Est-ce que j'ai des bons programmes? Est-ce que j'ai des bonnes pratiques? Est-ce que je forme mes gestionnaires? Est-ce que je m'assure que mes employés soient bien au quotidien? Donc, oui, ça va toucher autant mes gestionnaires, ça va toucher mes pratiques, mais ça va aussi toucher toutes les conditions d'exercice que je vais offrir à mes employés jusqu'au moment où, s'ils décident de partir, comment je gère mes départs? Parce qu'on le disait tantôt, c'est pas parce qu'il y en a un qui part qu'il ne reviendra pas. Non. Donc, il faut apprendre à gérer ça aussi. Et même, on a des compagnies qui vont ressolliciter des gens qui ont quitté l'organisation. Ça fait partie même des campagnes d'attraction de se dire, qui a quitté dans les 4-5 dernières années? Puis est-ce qu'on est capable d'aller rechercher ces gens-là aussi, là? Donc, ça va aussi loin que ça. C'est sûr que juste prendre conscience de ce qu'on a à offrir comme entreprise puis le valoriser. On parlait tantôt des enseignes « Nous embauchons ». On dit toujours, mettre une pancarte « Nous embauchons » sur son entreprise, c'est comme une épicerie qui mettrait une pancarte avec marqué « Nous vendons des légumes ». Ah oui, une épicerie à vendre des légumes. Toutes les entreprises embauchent aujourd'hui. J'en ai vu sur la 20 qui écrivent nous t'embauchons, nous te formons. Déjà, ils commencent à avoir une proposition de valeur. Là. OK, vous allez m'apprendre un métier. Okay. Ça, c'est intéressant. On dit toujours à la blague, c'est la bannière ISO qui ont viré de bord puis qui ont mis nous embauchons. Oui, mais pourquoi je viendrais travailler chez vous plutôt que chez ton compétiteur? Et c'est ça qu'il faut venir valoriser. Moi, je vais aborder un sujet délicat aussi, la mécanisation, parce que ça fait peur. Parce que si pendant 10 ans, on mécanise parce qu'on sait qu'on a des besoins de main-d'œuvre, puis après ça, l'économie ralentit. Est-ce qu'on va garder les machines ou les employés? Je pense qu'on connaît la réponse. Hein? Ouais. Et il y a des solutions intermédiaires. Je vais donner un exemple. Les exosquelettes, ça, c'est comme une espèce de sac à dos qu'on enfile qui vient améliorer nos forces physiques. Okay. Il y a 10 ans, c'était de la science-fiction. Vous voyez ça chez Google, etc. Dans des films? Dans des films. Aujourd'hui, il y a des entreprises en construction, en entretien des routes qui en ont.
Et l'avantage de ces solutions-là, c'est une solution intermédiaire. C'est que ça me permet que mes employés se blessent moins, déjà, donc ça, c'est bien. Mais ça permet aussi d'embaucher des gens qui, auparavant, n'auraient pas eu la force physique pour faire ce travail-là. Donc, plutôt que d'aller toujours dans les mêmes profils, j'élargis mes bassins. Je vais chercher des gens qui ont des profils différents et je veux amener mon point vers... Allons regarder, il y a plein de gens qui sont éloignés du marché du travail. Je pense par exemple aux personnes qui ont un handicap. Souvent, les employeurs étaient un petit peu frileux. Ils disaient non, si la personne n'est pas mobile, des problèmes de motricité, je ne l'embaucherai pas. Ben, c'est dommage, c'est une personne qui a du talent. Ben, aujourd'hui, on le sait que le télétravail, on peut le faire. Donc, ouvrons nos horizons, puis allons regarder toutes ces populations-là qui ont des belles compétences à offrir et que malheureusement, à tort, on a boudé. Donc, oui, il y a d'être plus attirant, il y a de mécaniser, mais il y a aussi de s'ouvrir à des profils différents. Les employés d'expérience, est-ce que c'est par dépit qu'on va les chercher ou ça peut être vraiment un plus? Prendre des gens qui ont pris une retraite hâtive, mettons, qui ont fait 25 ans. Des fois, quand tu fais 25 ans, exemple policier de la SQ qui faisait 25 ans, commençait à 22, il finissait à 47 ans. T'es pas à bout d'âge, là? Non, puis c'est une belle valeur ajoutée pour l'organisation parce que tu as une expertise qui est là. Souvent, c'est des gens aussi qui sont plus en mode transmission. Donc, qui vont vouloir coacher les nouveaux qui vont arriver, qui vont vouloir justement les former. On les retrouve beaucoup aussi dans le commerce au détail, beaucoup dans le service. Chez Home Depot? Oui, ben oui. C'est un exemple, mais on en voit beaucoup. C'est vrai, tu as une passion à côté. Puis bricoleur, puis go! Viens partager cette passion-là avec tes collègues, avec ta clientèle. Puis c'est souvent des gens que même nous, quand on rentre chez un quincaillier, on va courir après parce qu'on se dit « lui, il sait comment faire ». Le problème de nos entreprises, c'est que au lieu de se dire, ces gens-là, comment je peux les attirer à nouveau et leur offrir quelque chose de différent, ils leur proposent exactement la même chose qu'aux autres. Or, quand les gens prennent leur retraite, ils ne veulent pas continuer à faire ce qu'ils faisaient. Non. Ils veulent faire des choses différentes. Étonnamment, moi, je me souviens d'avoir participé à un congrès, je pense que ça fait il y a 20 ans, qui parlait des enjeux de main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Pour dire si ça fait longtemps qu'on... Et il disait, les retraités qui partent, pour les garder plus longtemps, il faut leur proposer des horaires plus flexibles. Il faut leur proposer d'être beaucoup plus, comme disait Émilie, en transmission de savoir. Ces questions-là, il faut que toutes les entreprises se posent. Comment je peux offrir quelque chose d'intéressant? Et c'est fou parce qu'on les avait, les solutions, il y a 20 ans dans le réseau. C'est intéressant. Dans l'actualité, on a parlé des infirmières qui avaient pris leur retraite, qu'on veut ramener dans le réseau. Les premières choses qu'elles ont dites, ils ont dit, donnez-nous pas du temps plein, c'est pas ça qu'on veut. On a débarqué. Nous, on veut un horaire flexible. Et pourquoi, des fois, on va faire des heures avec le privé? Parce qu'ils nous permettent de faire des heures. On a donné, nous, dans les chiffres de nuit et de soir, on veut plus ça. On est rendu à 55 ans. On est prêt à redonner. Mais écoutez ce qu'on a à dire, puis écoutez notre réalité. On est tellement rendu là, puis pourtant, ils s'expriment. Hein. J'ai une entreprise... Parce qu'on les entend, mais on les écoute pas. Exactement. Ouais, c'est pas la même chose. Mais exactement. Une des régions qui a été très touchée par la pénurie de main-d'œuvre avant la pandémie, c'est toute la région là, du centre du Québec, Drummondville, etc. Puis à un moment donné, on était en conférence avec justement un manufacturier qui nous disait on n'arrivait plus à attirer parce que tout le monde attire et s'était rendu, le bassin s'était épuisé. Et ils ont commencé justement à regarder, qu'est-ce qui fait que nos gens partent? C'est entre autres à cause de l'horaire. Puis ils nous ont dit, ça faisait 90 ans que l'organisation existait, ils ont toujours fait les choses comme ça, puis il n'y avait pas l'écoute justement de changer. Là, s'ils commençaient à fermer des lignes, oups, t'as une minute, est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Ils ont sorti 4 horaires de travail différents. C'est un petit peu plus de gestion, c'est plus difficile, mais la main-d'œuvre est au rendez-vous. Donc, c'est clair que le moindrement qu'on re-questionne, donc ça, c'est une des réponses, de re-questionner nos méthodes de travail, de s'asseoir avec nos employés. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de rester dans un bureau puis de penser pour nos employés. Aller leur poser la question, comment ça se fait que tu es encore chez nous? Qu'est-ce que tu aimes chez nous? Je trouve ça tellement important ce que tu dis là. Ça me semble une évidence. De temps en temps, un petit pool autour de la table. Complètement. Même un vendredi après-midi, jeans avec une petite bière à 4 heures. Qu'est-ce que vous aimez? Puis tu ramasses l'information, tu l'as. Tes gens sont là depuis des années puis ils vont dire pourquoi ils restent. Puis même de leur demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. Des fois, là, c'est juste des petits cailloux dans les chaussures qu'on serait capable d'enlever puis ça l'enlèverait énormément de frustration. Mais on se fait prendre par le quotidien, on se fait prendre par les opérations, on n'a pas le temps. Et ça, je pense, c'est vraiment un incontournable de prendre la peine de parler avec nos employés. Il y a un dernier point qui recoupe quelque chose dont on entend beaucoup parler. L'immigration, d'une part, qui est un élément, parce qu'à un enfant ou 2 enfants par famille, on comprend qu'on n'y arrivera pas avec les besoins actuels. Et aussi la reconnaissance qui est très difficile dans certains domaines des
compétences extérieures. Là, Didier, tu es originaire de la France, mais il y a des ententes avec la France, mais il y a des pays pour lesquels c'est difficile. Je suis pas en train de dire qu'on devrait tout prendre les yeux fermés, mais il me semble qu'une mise à jour, quelqu'un, par exemple, qui a fait un cours de médecine, je ne sais pas moi, au nord de l'Europe, il vient ici, puis il n'est pas capable qu'on fasse une mise à jour de 6 mois, mais qu'on ne dise pas, on ne peut pas te prendre parce que l'ordre accepte. Il me semble qu'on éjecte assez vite. Il y a eu des pas de fait, hein? Il y a eu quand même des pas qui ont été faits. Il y a certains ordres qui sont beaucoup moins corporatistes aujourd'hui qu'ils l'ont été de par le passé, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un besoin criant. Entre autres, les pharmaciens, à qui on a donné un peu plus, ça aide beaucoup la population. Le vrai monde, là, comme on dit, ça aide tout le monde. Là. Mais je pense qu'il va falloir effectivement se flexibiliser à ce niveau-là, parce qu'on a des gens qui arrivent... non seulement avec des compétences qui sont, à mon avis, transférables, mais avec une richesse, un regard différent sur les métiers. Fait que plutôt que de toujours faire les choses de la même façon, au contraire, allons nous enrichir du regard différent de ces travailleurs qui arrivent de partout dans le monde et qui vont peut-être nous aider à trouver des solutions à nos problématiques actuelles. Donc oui, il faut vraiment se flexibiliser à ce niveau-là, définitivement. Moi, j'aimerais ramener juste un point par rapport à l'immigration. Oui, ça vient aider, c'est clair que... Mais je veux juste amener le point que c'est pas non plus juste magique. Non. On a tendance à dire, c'est facile, on va ouvrir les frontières, on va amener du monde d'ailleurs. C'est pas une panacée, là, ça ne réglera pas tout. Ça ne réglera pas tout. Et il faut prendre en considération aussi 2 éléments fondamentaux. Un, il faut qu'on ait la capacité d'absorption aussi, de bien accueillir ces gens-là. Puis il faut se questionner en tant que population québécoise, comment on est capable de bien accueillir puis intégrer ces gens-là qui arrivent puis qu'on veut qu'ils soient bien chez nous. Mais dans les organisations, il faut aussi que autant le nouvel arrivant soit prêt à intégrer les organisations que l'équipe en place. Ouais. L'équipe, et souvent on dit, on va faire attention à la nouvelle personne qui arrive, on va s'assurer qu'elle a tout. On oublie de dire à la gang qui s'en vient, là. Puis on oublie de former la gang puis de l'informer. Puis, et c'est de toutes parts là, qu'il faut s'assurer que tout le monde soit bien ensemble puis qu'ils apprennent à vivre ensemble. Donc oui, c'est une super belle solution. C'est juste qu'il ne faut peut-être pas juste le prendre pour acquis. Il y a peut-être des jalons à mettre en place puis à considérer avant, justement, de le prendre. Alors, en fait, il faut arrêter de voir l'immigration comme étant une solution de rechange et le voir comme une richesse. Oui. Et de se dire, ça va nous apporter, puis c'est de vendre cette richesse-là. Il y a, je pense, en Beauce, où il y a une ville où ils ont intégré beaucoup de latinos. Oui. Et ils ont démarré une équipe de soccer. C'est le fun, il n'y en avait pas avant. Et ça a créé une dynamique, finalement. C'est les Jeux olympiques, là. Exactement. Fait que je pense qu'il faut le voir. C'est des gens, puis ils ont pas mal plus que ça à nous offrir, bien entendu. Il faut commencer à se dire... oui, on va prendre le temps de bien les intégrer, mais on va valoriser la richesse qu'ils nous amènent. Et puis, c'est un travail qu'on va faire ensemble. Et c'est un travail de longue haleine, là. On ne se le cachera pas. Là. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous permettrai peut-être de dire, pour les gens qui nous entendent, s'ils veulent travailler avec vous, ils vous trouvent tellement bon. Comment ils font pour vous rejoindre? C'est simple, j'imagine? Oui, tout simple. hrmgroup.com pour notre site web. Et on a aussi un magazine en ligne. Si et des livres? Et des livres aussi. Donc, le magazine, c'est Facteur H pour le facteurhumain.com. Okay. Donc, où il y a plein de consultants qui viennent justement partager leur expertise. Puis, on a écrit 5 livres aussi sur l'attraction, fidélisation. Donc, Émilie Pelletier et Didier Dubois, vous allez voir là, les différents livres. Vous ne manquerez pas d'ouvrage. Non, je pense pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. 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 Bonne journée. Merci.